Et mesdames, messieurs, bienvenue à vous tous, bienvenue en ce vendredi. Nous sommes le 9 novembre, mesdames, messieurs, et vous regardez la télé, vous regardez Canal, vous regardez la matinale, et on est en direct du 21 boulevard des Martyrs. Bienvenue à vous tous pour la matinale week-end, une émission préparée par Myriam Akak, évidemment, réalisée aujourd'hui par Clément Bougara. On salue toute l'équipe en régie et ici en studio, et ce matin au programme. Avec nous aujourd'hui, retour d'abord sur les célébrations du 1er novembre qui ont été célébrées cette semaine. Bah oui, c'est des célébrations au sens où plusieurs fêtes ont été organisées, mais de l'autre côté de la Méditerranée, à Paris plus précisément. C'est Afef Belouchet qui nous raconte un peu comment l'ambassade d'Algérie en France, à Paris en particulier, a célébré ce 1er novembre 2018. Aussi, ce matin, sur le plateau, Fethi Benachnou, comme tous les vendredis, avec lui aujourd'hui, on va parler de la varicelle et de la rougeole. Forcément, ça concerne les enfants principalement. Santé toujours avec le plan national cancer, anti-cancer 2015-2019, le dépistage de masse du cancer colorectal. On en parle aujourd'hui avec professeur Kamal Bouzid, avec Dr Myriam Belloul et Dr Mahmoudi. Trois seront avec nous pour nous parler donc de la lutte anti-cancer et de nous parler de leur quotidien aussi sur le terrain. Jamal Nedjari, vice-président de l'Association nationale des parents d'élèves, avec lui retour sur cette huitième édition du salon du lycéen, de l'étudiant algérien, The Graduate Fair, ça se dit comme ça d'ailleurs, placé sous le thème la confiance en soi comme facteur clé de succès. On reviendra évidemment sur cet événement et puis on finira tout à l'heure avec Sofiane Gouasmi, fondateur de l'application Keina, avec lui retour sur le lancement de l'application. Et on va parler évidemment aussi du e-commerce, lui qui était là la dernière fois pour nous parler du SAM Expo, le fameux salon de l'aménagement et du mobilier. Allez, bienvenue à vous, bienvenue dans la matinale. Sans plus tarder, c'est la météo. Bah oui, les tendances du ciel, on va commencer avec aujourd'hui. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo de ce matin, c'est avec Fariel Cher. Fariel, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, le temps va changer, les nuages sont de retour. Ils seront parfois assez denses, ils apporteront quelques faibles pluies. Il a plu au lever du jour sur l'ensemble des régions côtières comme prévu par Météo Algérie. Ça va se maintenir aujourd'hui. L'amélioration est prévue à partir de l'après-midi à l'ouest, donc le temps sera souvent nuageux avec des averses de pluie sous forme d'orage, à signaler aussi des vents assez forts près des côtes ouest et centre. À l'est, le ciel restera variable et on attend des pluies parfois assez marquées, notamment à partir de l'après-midi. À signaler un temps donc généralement nuageux avec des pluies plus marquées tout en prenant un caractère orageux, notamment sur les régions côtières. Sur la partie sud, on notera aussi un ciel souvent voilé, surtout vers le Hogar, le Tassili, un ciel voilé. Et puis ailleurs, le temps s'annonce voilé aussi vers l'extrême sud. Ailleurs, rien à signaler. Le ciel sera dégagé et le soleil prendra beaucoup de place. Sans plus tarder, voici les températures prévues pour cette matinée. Eh bien, avec le retour des nuages, elles vont baisser notamment vers l'ouest et le centre. Nous allons perdre quelques degrés. Regardez, 20 pour Alger, 19 à Oran, 22 à Nabaskikda, 19 aussi pour la wilaya de Tizi Ouzou, 22 pour Guelma, prévoyez aussi 15 à Taret, 18 plutôt 16 pour Al-Beyod, Chlef, 19 degrés pour la wilaya de Chlef sur la partie sud, 37 à l'extrême sud, 32 à Dar Ain Salah, 25 à Béchar, 28 à Tindouf, 27 Gardaya et enfin 34 à Ilizi. Vous l'avez compris, sur la partie sud, ça ne bouge pas beaucoup. Sans plus tarder, place ce matin au continent européen. Aujourd'hui, le temps sera chargé de nuages et le ciel sera couvert pratiquement partout. Le soleil tiendra bon à Paris, un temps souvent voilé aussi à Rome et Athènes. Grand soleil à Budapest, côté température 12 à Varsovie, 13 à Prague, 11 à Berlin, 9 à Copenhague, 13 à Londres, 16 à Paris, Bordeaux aussi, 12 à Madrid et enfin 20 pour Rome et c'est le maximum. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h45. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée, agréablement avec vous, Mahrez. À tout à l'heure, prudence sur la route et à tout à l'heure.
La météo vous a été présentée par Mobilis. Et évidemment, avec ces fines pluies, éviter de faire de la vitesse et éviter de faire ce que j'ai fait il y a quoi? Il y a 15 ans, j'avais freiné avec mon embrayage. Vous savez, quand la chaussée est glissante, quand vous avez les petites fines pluies, c'est les plus dangereuses. Parce qu'avec toute l'huile qui est déversée sur la route, enfin, ça devient... Ah ouais, la route devient savonneuse. Voilà. Donc du coup, et ça m'avait valu un bel accident, tout mignon, hein, tout petit, mais ça m'avait fait déraper à l'époque. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve à midi pour le prochain journal. Prochain journal météo, forcément. Prochain bulletin. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Fethi Benachnou. On va parler de la varicelle et de la rougeole. De saison, d'ailleurs, aussi. Mais ça, ce sera juste après cette escale à Paris, capitale française, avec Afaf Belouchet qui nous parle de la célébration du 1er novembre du côté de l'ambassade d'Algérie. Allons-y. C'est une ambiance de fête agrémentée de mets et de démonstrations de préparation de couscous, de tenues traditionnelles et artisanat, dans un décor qui rappelle les différentes régions de l'Algérie que fut célébrée la fête nationale hier à Paris. Une réception rehaussée par la présence de bon nombre de personnalités politiques et culturelles, en plus du corps diplomatique. Et à la veille de la célébration du centenaire de l'armistice en France, la mémoire des soldats venus d'Afrique et particulièrement d'Algérie fut évoquée avec émotion. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de combattants qui ont montré un courage extraordinaire et qui ont non seulement aidé la France, mais permis à la liberté de rester elle-même. Et aussi leur concours à la libération de la France en 1943, 1944, 1945. Ça, je pense que le fait que nous ayons mêlé nos sangs ne s'oublie pas, c'est une page de notre histoire commune. Je suis né à la vie politique à travers la guerre d'Algérie et l'Algérie s'est battue avec force, avec courage, avec espoir et je veux saluer à nouveau les combats du peuple algérien. Et c'est justement à tous ces combattants pour la libération de notre pays, à leur tête les martyrs tombés sur les champs d'honneur, que beaucoup de personnalités ont tenu à rendre hommage à cette occasion. On sait ce que représente le mois de novembre pour nous, le début de la Révolution, qui a fait qu'aujourd'hui on peut être un pays libre. Et je vais parler au nom des sportifs, hein, de pouvoir jouer sous les couleurs de son pays, de pouvoir chanter son hymne national, de voir les couleurs de son pays être représentées au plus haut niveau international. Et quand on est sollicité pour ce genre d'événement, on le fait vraiment avec grand plaisir. Et on remercie tous ces soldats qui ont... Les martyrs. Les martyrs, on les remercie beaucoup. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est libre aujourd'hui et aujourd'hui. C'est le déclenchement de la révolution algérienne qui a fait de nous un peuple libre en 1962. Donc c'est vrai que c'est très symbolique et le fait d'être là, c'est rendre un grand hommage à tous les martyrs. Cette fête, c'est vraiment important pour moi parce que quand je viens ici, quand je vois tout le monde comme ça, je m'oxygène et je sens riht al-bled, je sens riht al-drapeau. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la famille, les racines, tout ce qu'on est, tout ce qu'on véhicule aussi. Je garde toujours un contact avec l'Algérie, que ce soit dans mon cœur ou avec les gestes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a toujours été une partie de moi. Je reviens en Algérie l'année prochaine. Il est prévu qu'on revienne en début de l'année prochaine avec plusieurs jours et peut-être plusieurs concerts. Mais mon souhait, c'est de rester un peu plus et de venir un peu plus régulièrement. En plus des danses traditionnelles, la Zorna, l'exposition photo, les invités ont été accueillis par un cavalier en tenue traditionnelle. Voilà, c'était joliment décoré avec une belle ambiance festive. Je suis sûr que vous aviez envie d'y être. Le temps de quelques images que vous avez dû apprécier. Bonjour docteur Benachnou. C'était Afaf Belouchet pour le reportage. Bonjour docteur Benachnou. Bonjour. Jolie veste. C'est pas mal, hein. C'est lui qui la porte ou la veste? Non, c'est la veste elle-même. C'est quoi? C'est du vert canard, ça? C'est ça? Du bleu canard ou du vert canard? C'est beau.
Ouais, c'est tout. Ah, j'adore. Non, c'est juste pas c'est moi, quoi. C'est moi, voilà. Moi, Apollon. D'accord. Non, mais oui, si vous le souhaitez, c'est vous. En tout cas, vous la portez bien. Merci, voilà. Merci. Docteur Ménachnou, vous avez choisi la varicelle et la rougeole aujourd'hui. Pourquoi? Oui, parce que c'est d'actualité et moi je trouve que c'est très bien. On a beaucoup de chance d'avoir à faire face à ces épisodes de rougeole, de rubéole, d'oreillon, de choléra. Je crois que c'est très important et ça nous permet premièrement de dire que la rougeole et la rubéole sont des maladies bénignes que l'on connaît. Vous avez fait votre rougeole, demandez à votre maman que vous citez tout le temps. La rougeole, vous l'avez faite, et il est extrêmement important, bénéfique pour un être humain de faire sa rougeole quand il était jeune. À l'époque, on n'avait pas cette frayeur en Algérie. À l'époque, qu'est-ce qu'on disait? On disait à une maman, laissez votre enfant fréquenter un autre enfant qui a la rougeole, c'est bien d'attraper la rougeole dans le langage populaire, c'est bien de la faire. Or maintenant, pourquoi j'ai choisi ça? Ces types de maladies épisodiques, de virose, si je puis dire, créent un tohu-bohu, on dirait que c'est un truc qui nous vient de Mars ou de Mercure ou je ne sais quoi. Premièrement, c'est une maladie tout à fait courante à laquelle nous sommes habitués et qui est due, on revient à un virus. Où est l'intérêt de parler de ces maladies? Premièrement, c'est un virus. Deuxièmement, il faut connaître, et nos grands-mères le savaient, le plus grand danger dans ces maladies, surtout la rougeole, c'est l'élévation de température. Une élévation trop forte de température qui risque de détruire les cellules du cerveau et entraîner ce qu'on appelle une encéphalopathie. Ça c'est... Et bon, les conséquences de non-surveillance de la température chez un rougeoleux peut entraîner des conséquences graves. Mais la rougeole est quelque chose de très simple. Il ne faut pas trop couvrir et avoir un thermomètre à la maison, ne pas trop couvrir. Et si on voit que l'état de santé de l'enfant se dégrade, il est flavlagla comme ça, à ce moment-là, il faut l'emmener. Pas à l'hôpital. Il faut arrêter cette tendance en Algérie de courir à l'hôpital. Il faut aller à la polyclinique du coin, au centre de santé du coin. Ils sauront le prendre en charge. C'est banal, c'est hyper banal. Et la rougeole, pas nos grands-mères, nos arrière-arrière-grands-mères connaissent, c'est cette éruption avec l'air bougon chez l'enfant, des yeux gonflés qui coule le nez, il est mal à l'aise, il pleure, il crie. Ça, c'est la rougeole. La rubéole, c'est la même chose dans le sens où c'est une éruption cutanée qui est différente. C'est des petits points, l'autre c'est des plaques, tous ces éléments-là. Mais ce qui est important, c'est dans la rubéole, premièrement, quand une femme est enceinte, les premières semaines de la grossesse, il faut qu'elle évite d'être près d'un enfant qui présente une rubéole. Pourquoi? Parce que le virus de la rubéole va impacter dangereusement sur le fœtus, pas sur la maman. La varicelle, c'est la même chose, on est dans le même rayon. Donc rougeole, rubéole, varicelle, pratiquement les mêmes symptômes, avec juste un aspect extérieur différent. Voilà, l'éruption cutanée est différente. Je reviens sur la rubéole. Une femme enceinte, il ne faut pas, c'est l'inverse de la rougeole tout à l'heure, une femme enceinte, elle ne doit pas être près d'un enfant les premières semaines parce que ça donne de graves malformations au fœtus. Donc ça c'est important, mais le suivi, voilà la varicelle, des croûtes, des taches rouges, des cloques, c'est l'éruption. C'est la bouchouka? Bouchouka, très bien, c'est le bouchouka. Alors là, on a en tendance en Algérie de mettre plein de doigts l'ahmar, comme on dit. Ça, c'est comme ça qu'on repérait un... voilà. Oui. Bah oui. Voilà, doigt l'ahmar, ça c'est... Voilà, on met du mercurochrome, on fait de l'éosine, on fait... Alors ce qui fait, on stigmatise le gars, dès qu'on voit le petit jeune avec des trucs... On sait qu'il a bouchouka. Et bouchouka, c'est rien du tout, c'est quelque chose qui va passer. Mais c'est bien l'histoire du doigt l'ahmar ou...
Oui, si on veut, il n'y a pas de problème. C'est la bétadine. Oui, non, mercurochrome. C'est le mercurochrome. Ou bien l'éosine. L'éosine qui donne... Et la bétadine, elle est plutôt orangeâtre, rougeâtre, un peu... brunâtre, noisette, toutes ces choses-là. Oui, si on veut, mais c'est surtout la varicelle donne... là, on dit bouchouka en arabe. Bouchouka, c'est l'épine. Alors, on a l'impression d'être piqué, ce qui fait que ça dérange. On a envie de se gratter. Il faut donner juste un petit calmant, ça passe. Mais ces éléments-là, moi, ce qu'il faut retenir... L'autre image, c'est quoi? C'est une aggravation d'eux ou Oui, c'est un encroûtement, c'est autre chose. Ça, je crois que c'est un encroûtement. Là, on va beaucoup plus vers d'autres pathologies. C'est vous qui ramenez ces images? Non, je remercie la régie qui a fait cet effort. Ils sont bien gore, une bonne recherche. Non, pas gore, c'est la réalité. Mais ce qui est important pour la rougeole, la varicelle, la rubéole, ce qu'il faut retenir, là je dis, hamdoullah, qu'on ait ces petites vagues de temps en temps qui viennent nous... Parce que la rougeole, si on ne la suit pas, et si on respecte certains trucs, il y a décès. Et d'après les journaux et les moyens d'information, il y a des décès actuellement à Betna et à Biskra. Je crois que ce qui est important, ces choses-là sont dues, ces maladies, ces pathologies sont dues à des virus. Donc, il n'y a aucun produit qui puisse lutter contre le virus. Il y a un seul élément, c'est d'instituer et d'incruster dans la tête des gens par le côté éducation sanitaire. C'est pas quand il y a une éruption de rougeole qu'on se dit « Ah, il faut aller se vacciner ». Ça doit être incrusté dans la culture médicale, dans la culture... C'est-à-dire qu'on peut réellement les prévenir ou il faut juste se vacciner? Et bien sûr, on peut les prévenir. Souvenez-vous, sur ce même plateau, j'ai ramené un carnet de santé, le bleu, le fameux bleu, qui existe dans notre pays et c'est un acquis merveilleux, où il y a un programme national de vaccination. À telle date, vous devez vous vacciner, à telle date. Hélas, maintenant, on n'en parle que lorsqu'il y a, je ne dis pas péril en la demeure. Quand on frôle. Quand on frôle. Je crois qu'il est temps, et c'est pour ça que je dis que ces épidémies sont intéressantes, ce sont des feux rouges qui s'allument. Vous savez aussi, c'est la cause d'une hygiène. Il faut que ça soit très important, l'hygiène. Très important que les mamans allaitent leur bébé. Il faut parler de l'allaitement d'une façon solide, l'allaitement naturel. Et troisièmement, c'est le système immunitaire qui nous montre que l'exposition d'une façon aussi rapide, c'est que notre système immunitaire est défaillant. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne alimentation équilibrée. Donc ces éléments, il n'y a pas de quoi faire le scandale ou bien l'alerte générale. Je crois que c'est des éléments, des situations pathologiques qui sont des feux rouges et qui nous alertent sur notre mode de vie, sur le milieu de vie, et il faut y apporter une attention sérieuse parce que, je le répète, Bouchouka, la varicelle, la rougeole, c'est des maladies très courantes, bénignes, mais attention, ce qui est bénin, si tu ne prêtes pas attention à un branchiole haka ou un débris de... C'est un passage obligé pour l'ensemble des enfants. Pour l'ensemble des enfants. Nous, je me souviens, à l'époque, on recommandait aux mamans, votre fils ou votre fille, votre bébé, laissez-le fréquenter un enfant qui a la rougeole. Maintenant, on a l'impression de parler d'une maladie qui vient de Mars ou de Mercure ou je ne sais trop quoi. Avec ces scandales, attention, branle-bas de combat et tout ça. Non. Je crois qu'il faut retenir les leçons de ce qui nous arrive été et maintenant, c'est qu'il faut réellement et sérieusement revoir notre mode de vie et le milieu de vie et il faut aller à une médecine préventive. La vaccination, ce n'est pas parce qu'il y a une épidémie de rougeole qu'on vaccine. La vaccination fait partie intégrante du programme national de vaccination. On a oublié le PEV, Programme élargi de vaccination. Et alors ? Et justement, il recommande de se faire vacciner d'une façon permanente tout au long de l'année, selon le programme national de vaccination.
Vous savez qu'on va adopter un nouveau programme d'ici avril. Lequel? C'est qu'on a ajouté d'autres vaccinations qui sont intéressantes. Par exemple, on a vacciné et on a réussi avec succès la lutte contre la polio. C'était la polio buvable. Souvenez-vous, j'étais jeune, on représentait un joli poupon avec des gouttes qui tombaient. Grâce à la science qui fait des progrès dans le monde entier, on va ajouter le polio injectable. Et vous savez que quand on ajoute le polio injectable, c'est dans un but d'éradiquer totalement le virus sauvage. Le virus de la polio qui est sauvage. Quand on met 95% à 97% d'enfants vaccinés, le polio sauvage, on n'en entendra plus parler. C'est de même pour la rougeole, c'est de même pour toutes ces grippes, entre guillemets, saisonnières. Voilà. Merci à vous. De rien, j'espère qu'on se réveillera. Selon la presse, 4 cas de rougeole. Hélas. 4 cas de décès. Oui, de décès, c'est ça. Hélas. Exact. Merci à vous. Cette année en Algérie, hein, je parle bien. Je parle pas du monde, je parle du pays. Voilà, merci docteur. De rien, à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, à bientôt. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Alors, il y a un concert. Je le détaillerai tout à l'heure. Lila Boursali. Oui, j'ai vu ça dans un journal du week-end. Lila Boursali, je crois que c'est à 500 dinars ou l'entrée. Non, je répète ce que je dis. Il dit pas où, il dit le prix. Alors du coup, tu te poses la question, c'est-à-dire où non, c'est pas... Voilà, c'est... Ouais, c'est ça, vous faites partie des destructeurs de la culture, docteur Bellachon. Ah bon, c'est pas les prix des... Non, je suis d'accord avec vous, le prix est très important. L'annoncer, ça aurait pu être à 2000. De toute manière, ceux qui aiment la musique vont aller écouter de la musique. Ça se passe à Ibn Khaldoun, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Moi j'écoute la musique traditionnelle, surtout chabé. Il y a encore des mariages, il y a des trucs... Vous vous incrustez? Oui. Oui, vous incrustez. Surtout, il y a quelqu'un qui, à chaque occasion, qui est un mélomane, que je peux le saluer, je peux dire son nom. C'est Ismet Ben Omar Ablida, qui est un mélomane, un homme de culture. Et qui s'invite à tous les mariages? Non, c'est lui qui organise chez lui. Et il a cette faculté et cet amour de la culture et de la musique chabi et andalouse. C'est quoi, il a une vieille douera ou... Une maison superbe. Tiens, on devrait aller un jour faire un petit reportage dans la maison et tout ça. Et c'est un mélomane, je crois que c'est... Et c'est quoi, il fait des mariages pour les hommes? Non, il saisit une occasion. Par exemple, dernièrement, c'était le khutbah de sa fille. Dernièrement, lui, il en a profité pour en faire un moment de souvenir et un moment de chabi, de andalou. Et je vais revenir à ce que j'ai dit, il a fait une soirée pour hommes. Pour hommes, mais avec ce qu'il y a de bien, les youyou des femmes. Et derrière les rideaux. Oui, c'est ça le charme, attention. J'adore. C'est-à-dire qu'il y a les... Oui, mais c'est très bien. Merci docteur. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, et puis on se retrouve très vite. Inch'Allah. Allez, quant à nous, reportage ce matin, il est signé Lilia Benassar dans la matinale. Elle nous parle aujourd'hui du DAM, le dictionnaire algérien du médicament, sorti début 2018, rappelez-vous. Il est signé Yassine Loubert, celui qui organise le fameux salon de la pharmacie d'ailleurs, du médicament, qui se déroule chaque année entre janvier et février ici à Alger. Ça tombe très bien. Lilia nous propose, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le redécouvrir, ce reportage sur le dictionnaire algérien du médicament. Allons-y. C'est au 49 rue Didouche Mourad que nous avons rencontré Yassine Loubert, pharmacien qui édite pour la première fois en Algérie le DAM, dictionnaire algérien du médicament. Le professionnel de la santé, on a réfléchi, on s'est dit le professionnel de la santé algérien aurait éventuellement besoin d'un support qui pourrait l'aider dans sa mission et qui pourrait référencer tous les produits disponibles en Algérie. L'essor de l'industrie pharmaceutique en Algérie a engendré la multiplication des gammes génériques et des dénominations commerciales. Mettre à la disposition des professionnels de santé un outil didactique leur permettant de mieux appréhender l'ensemble de la nomenclature nationale est donc devenu indispensable. Le DAM, le dictionnaire algérien de médicaments, référence tous les produits disponibles et enregistrés en Algérie, locaux et étrangers. L'essentiel, ils sont disponibles en Algérie et enregistrés en Algérie.
L'accomplissement de ce projet est le fruit de 3 années de persévérance de la part de toute une équipe scientifique et technique. Yacine Loubert nous en parle. Moi et mon épouse, qui est professionnelle de la santé aussi, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Donc on a proposé au Page Maghreb, qui est un professionnel de l'édition, pour que chacun apporte ses compétences pour pouvoir mener à bien ce projet. Et au bout de 3 ans de laborieux travail, on a réussi à le faire. C'est les laboratoires qui nous ont fourni ces informations. Donc ces informations sont validées, vérifiées et justes, vu qu'elles émanent directement du laboratoire. Ce n'est pas tous les laboratoires qui ont adhéré, je ne le cache pas. Mais bon, pour un premier projet, on a trouvé ça normal. Mais les plus gros laboratoires ont cru en ce projet qui a permis ce qui a permis. On a eu aussi le soutien de quelques institutions, notamment le Conseil de l'ordre des pharmaciens, l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, donc l'UNOP, et le laboratoire national du contrôle des produits pharmaceutiques. On a eu même quelques encouragements de l'ANPP, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. C'est un dictionnaire de 1500 pages, d'accord, qui référence plus de 2000 RCP, plus 2000 noms de médicaments. Les RCP, c'est les labos qui nous ont communiqué. Ceux qui n'ont pas communiqué, on a quand même cité le médicament pour qu'on sache qu'il est disponible en formation, notamment les adresses de certaines institutions, les adresses des hôpitaux. On a mis le calendrier vaccinal national. On a mis la liste des produits pharmaceutiques interdits à l'importation. On a trouvé pertinent de la mettre parce qu'on pense que c'est une information très importante pour le professionnel de la santé. Ensuite, on a mis les tarifs de référence, bien entendu. On a la partie jaune, c'est des codes couleurs qu'on a choisis. Donc c'est le classement par famille pharmacothérapeutique, ça veut dire par pathologie, par maladie si vous voulez. Donc comme par exemple un anti-inflammatoire, anesthésique, antalgique, gastro. Un dictionnaire qui a pour but de mettre à la disposition des professionnels de la santé un support exhaustif et utile de référence dans l'accomplissement de leur travail. Voilà, le fameux dictionnaire algérien du médicament, signé Yacine Loubert, qu'on avait raconté déjà à sa sortie, il y a une année déjà, toujours disponible. Ce sera l'occasion d'en parler dans les prochains jours avec le retour du fameux salon du médicament, le médicament générique, le Princeps, évidemment, qui va se dérouler à la SAFEX et sur lequel nous reviendrons. Alors ce matin aussi, volet santé, développé après celui évoqué ce matin par Dr Benachnou, retour aujourd'hui sur le dépistage du cancer colorectal. Avec nous pour en parler ce matin, professeur Kamel Bouzid, bienvenue à vous. Alors vous êtes chef de service oncologie médicale au CPMC d'Alger et président de la Société algérienne d'oncologie médicale. Bienvenue sur le plateau. Avec nous aussi, docteur Meriem Belloul. Alors vous êtes gastro-entérologue au CHU de Béjaïa. Docteur Youssef Mahmoudi, vous êtes chirurgien carcinologique au CHU de Béjaïa. Bienvenue à vous trois sur le plateau. Merci. Parlons un peu déjà du cancer colorectal. Qui peut nous expliquer un peu qui, quoi, comment, où, à quel niveau? Enfin, à quel niveau, on l'aura compris, mais qui peut nous parler de ce cancer-là déjà? Le docteur Belloul n'est pas tout à fait adapté pour en parler. Les gastro-entérologues, c'est elle qui fait le diagnostic. Et juste en préambule, oui, allez-y. Pourquoi on a choisi le dépistage du cancer colorectal? Au départ, dans le plan national cancer du président de la République, il n'était pas recommandé le dépistage, il était recommandé le diagnostic précoce. Le docteur Belloul a expliqué pourquoi. Et ensuite, à partir de 2015, on a eu une augmentation d'incidence, c'est-à-dire de nouveaux cas très importante, qui fait maintenant du cancer colorectal le premier chez l'homme et le deuxième chez la femme en Algérie, avec des chiffres qui sont autour de 6 000 nouveaux cas, les deux sexes confondus, ce qui représente maintenant un réel problème. Or, ce cancer peut guérir s'il est diagnostiqué précocement. Donc, après avoir discuté avec les autorités, notamment le ministère de la Santé et le coordinateur du plan cancer, on a décidé de lancer une étude pilote dans la wilaya de Béjaïa, où il y avait toutes les commodités, les motivations et la volonté des soignants de le faire. Donc on a commencé en 2017 dans 3 daïrats. On parlera des résultats après. Donc je laisse le docteur Belloul expliquer le cancer colorectal. Merci. Bonjour à tous.
Donc en fait, le cancer colorectal, c'est quoi? C'est une tumeur maligne qui peut se développer sur n'importe quelle partie du côlon, qu'il soit ascendant, côlon transverse ou côlon descendant, ou au niveau du rectum, qui est la partie terminale avant l'anus. Donc c'est une tumeur, un âge moyen de survenue entre 55 et 60 ans à peu près. Le plus souvent, c'est un cancer qui est sporadique, mais il existe des formes familiales dans 5% des cas. Il existe des facteurs de risque de survenue de ce cancer, surtout des facteurs alimentaires, comme la consommation de viande rouge, de graisse animale, l'obésité, les facteurs toxiques comme le tabac et l'alcool. Il y a aussi des facteurs protecteurs comme la consommation de fruits régulière de fruits et de légumes, ainsi que l'activité physique. Donc ce cancer peut se manifester par n'importe quel signe. Il n'y a pas de signe spécifique à ce cancer. Ça peut se manifester par des rectorragies, qui sont l'émission de sang rouge par l'anus, par un méléna, qui est l'émission de sang noirâtre par l'anus, par une anémie, par des douleurs abdominales, par des troubles du transit. Mais en fait, c'est le changement brutal du transit d'une personne qui peut alerter. Un amaigrissement, tout ça, en fait, aucun signe n'est spécifique, et tout signe digestif doit emmener le sujet à consulter, surtout s'il a plus de 50 ans. Ce cancer survient souvent, donc dans de 90% des cas, sur une lésion préexistante. Donc cette lésion préexistante qu'on appelle un polype adénomateux. Ce polype adénomateux, en fait, c'est quoi? C'est une petite tumeur qui est bénigne au début, donc qui peut se transformer dans 10% des cas sur une période de latence de 9 à 10 ans en un cancer colorectal. Et les différentes études ont montré que la résection de ces polypes pouvait réduire le taux de mortalité de 76 à 90% des cas, d'où l'intérêt justement de ce dépistage, c'est-à-dire agir précocement avant la survenue de ce cancer. Et comment et qui dépister? En fait, il y a des niveaux de risque. Donc il y a une population à risque, il y a des sujets qui sont à risque moyen de survenue de ce cancer, des gens à risque élevé et des gens à risque très élevé. Les gens à risque très élevé, c'est surtout les formes familiales. Donc certains syndromes familiaux comme la polypose adénomateuse familiale, certains syndromes. Les gens qui sont à risque élevé, c'est les gens qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal, ou ils ont des antécédents justement personnels ou familiaux de polypes, certaines maladies inflammatoires, cryptogénétiques de l'intestin comme la RCUH, la maladie de Crohn, etc. Ces deux catégories donc, doivent bénéficier pour le dépistage d'une coloscopie directement. C'est ce qu'on appelle le dépistage ciblé. Par contre, il reste ce dépistage de la population à risque moyen, donc c'est toute personne entre 50 ans et 74 ans. Ces sujets n'ont pas d'antécédents justement familiaux, n'ont pas d'antécédents personnels de cancer colorectal, et donc n'ont pas de symptômes tels que ces rectorragies ou ces mélénas, et ils bénéficieront, eux, d'un dépistage de masse, justement. Donc ce dépistage de masse qui s'effectue par ce que l'on appelle le test immunologique. Est-ce qu'il s'effectue, est-ce qu'il se pratique partout? Justement, donc non, c'est d'où l'intérêt. Donc on a dit que Béjaïa avait été choisi comme wilaya pilote dans le cadre du plan cancer. Professeur, c'est-à-dire sur 48 wilayas, il n'y a qu'une ville qui pratique ce dépistage? Une wilaya. Pour le moment, oui. Après-demain, on a une réunion avec le coordinateur du plan cancer pour désigner 5 ou 6 autres zones de dépistage du cancer colorectal et de dépistage des autres cancers prévalents, c'est-à-dire le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, sachant que le dépistage du cancer de la prostate est individuel. Ce n'est pas un dépistage de masse. Donc, Béjaïa, avec ses avantages et peut-être ses défauts, va servir de modèle pour les autres wilayats. Alors, ce que n'a pas dit le docteur Belloul, c'est que le test de dépistage, c'est rechercher du sang occulte dans les selles. Occulte, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. C'est ça. Et c'est des sujets qui sont tout à fait sains. Donc, on prélève des selles sur lesquelles on fait le test.
Si le test est positif, on fait une coloscopie. 15 jours, 3 semaines après, rassurons nos concitoyens, la coloscopie retrouve dans la grande majorité des cas des polypes adénomateux qui sont bénins et qu'on enlève et qu'on résèque, et il n'y a pas de problème du tout de cancer. Dans un faible pourcentage de cas, il s'agit de cancer. Mais c'est des cancers diagnostiqués très très précocement. Et à ce moment-là, c'est le chirurgien qui les guérit. On n'a pas besoin d'entrer dans la problématique de la chimiothérapie, thérapie ciblée. À titre indicatif, le test immunologique dont on parle, il coûte 4 €. Le dernier des médicaments que j'utilise, il coûte entre 1 500 et 6 000 €, que vous multipliez par 12. Donc vous voyez le bénéfice au point de vue économique que ça donne. De plus, les thérapies qu'on utilise prolongent la survie, donnent une qualité de vie, mais ne guérissent pas. Alors que le chirurgien guérit le malade. C'est ça. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce. Ouais. Alors on va revenir un peu sur l'intervention, les causes d'un côté, revenir sur le plan aussi, mais avec vous, à ce moment-là, quand un cas arrive précocement, c'est-à-dire c'est les débuts, par chance ou par bienveillance des professionnels de la santé, mais également de par ce que pourrait faire l'école, la faculté et autres qui attireraient, qui ferait de la pédagogie pour que chaque personne se prenne un peu en charge. Alors que faut-il faire quand le type de cas qui arrive chez vous, en tout cas pour des cas précoces, en tout cas, pour un dépistage précoce? Voilà, donc bonjour. Pour les cas précoces, donc on pratique une exérèse chirurgicale. Ça dépend de la localisation du cancer. C'est le cancer, donc, si est sur la partie droite du côlon, donc on fait une hémicolectomie droite, on enlève la moitié droite du côlon. C'est le cancer, il est à gauche, donc on fait une exérèse colique gauche, donc voilà, on enlève une partie du côlon gauche, donc avec des rétablissements de la continuité digestive. Donc, si on opère des malades à stade précoce, donc on a une chance élevée de guérison, donc ça a une survie très très élevé, donc 95% des patients sont guérissables, donc ils peuvent survivre au-delà de 5 ans. Sans chimio, sans chimiothérapie. Au stade précoce, c'est-à-dire les stades 1 et 2, il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de radiothérapie, il n'y a pas de thérapie ciblée. Ce que le docteur Mahmoudi n'a pas précisé, mais qui est important, c'est qu'au stade précoce, c'est très souvent une chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire, c'est bien ça, oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'ouvrir tout l'abdomen. On fait ça par celluliochirurgie. C'est beaucoup plus simple. On n'hospitalise pas le malade pendant 10-15 jours. On n'a pas les complications de la chirurgie qu'on avait auparavant. Donc c'est vraiment que du bénéfice. Pour le malade, pour le chirurgien et pour la société en général. Ouais. Ça, c'est en cas de diagnostic précoce. Oui. Ensuite, c'est les malades la majorité, pas la majorité, mais le plus souvent, nos malades arrivent à un stade un peu avancé, donc soit localement avancé, c'est-à-dire ils atteignent les... On n'a pas de chiffres là-dessus. Donc, non, on n'a pas de chiffres, mais... Donc, mais je veux dire, de par votre expérience, c'est ce que vous croisez le plus souvent. Le plus souvent, c'est des malades qui arrivent à un stade avancé, soit localement avancé, soit avec des métastases hépatiques, là où on utilise soit une chimiothérapie avant et opérer le patient après, soit opérer le patient et envoyer le patient après pour faire une chimiothérapie. Donc, et la survie, ça diminue. Donc, la chance de guérison est très, très, très faible, d'où l'intérêt de dépistage et voilà, donc d'avoir des malades, de voir des malades à un stade précoce. Oh, si vous permettez, vous discutez, vous échangez. Tout à fait. Donc, même à un stade encore plus précoce, le cancer peut être guéri de façon endoscopique, c'est-à-dire par la résection de ce polype qui peut également être dégénéré. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la résection se fait endoscopiquement, pas de chirurgie, pas de chimiothérapie, etc. Donc, d'où l'intérêt vraiment de ce dépistage. En fin de compte, le vrai combat aujourd'hui, professeur, madame, monsieur, c'est le vrai combat, c'est juste ouvrir les esprits, pousser les gens à aller se dépister plus souvent, enfin faire un dépistage plus souvent, de manière régulière, à des moments bien précis. On le sait pour le cancer du sein, on le sait pour le cancer colorectal, on le sait aussi pour d'autres pathologies, d'autres maladies. C'est-à-dire que le vrai combat, il est là aujourd'hui. Il n'est pas que dans la recherche de quel traitement pour pallier à telle maladie. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que Béjaïa sert de zone pilote
avant d'entamer le dépistage proprement dit, nos collègues soignants de Béjaïa ont passé un an à informer, sensibiliser la population, évidemment en arabe, en amazigh et en français. C'est au bout d'un an qu'on a commencé réellement. Mais pendant un an, par la radio, par les réseaux sociaux, par des conférences, on a sensibilisé la population. C'est pour ça que la période qui précède l'instauration proprement dite du test est très importante. De plus, le test, comme d'ailleurs le dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus et tout, dépend de la volonté des gens. On les invite à venir se dépister. Et ils ont le droit de refuser. Ouais. Parce que certains disent, c'est Dieu qui va donner le cancer, et pourquoi vous êtes en train de m'embêter à me faire, pour la mammographie, à mettre mon sein entre deux plaques en fer, ça ne m'intéresse pas. Quand la maladie viendra, je la soignerai. Donc il y a tout cet esprit de fatalisme qu'il faut combattre pour guérir. Et le cancer, je vous le rappelle, on en guérit. Par contre, on ne guérit pas de l'hypertension artérielle ni du diabète. Et donc le cancer à un stade précoce, on en guérit. Même dans les stades localement avancés métastatiques, on en survit comme une maladie chronique, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Voilà. C'est cela. Pourquoi vous étiez silencieux? Vous pouvez continuer. Allez-y, vous souhaitiez ajouter? Donc, juste pour le dépistage. Parce qu'on va revenir dans quelques instants sur les résultats du dépistage que vous avez effectué sur la ville de Béjaïa. Pour la ville de Béjaïa, on a commencé pour la sensibilisation de la population, comme a précisé le professeur Bouzid, la formation des médecins généralistes des polycliniques de la périphérie, donc des différentes daïras. Donc, et après, on a passé donc, au dépistage. Oui. Donc, pour les résultats de dépistage, je sais pas ce que vous les avez, Beloul? Oui. Oui, monsieur. Oui, donc la population cible, vous me corrigez si... La population cible, c'est 10 000 personnes, dans 3 daïrats, donc Chouksnin, Ouadamizo et Adekar. Donc population cible, c'est les personnes, hommes et femmes, de 50 à 75 ans. Sur 10 000 personnes, on a dépisté 6 000. Ça varie en fonction des daïras. À Chouksnin, le taux de participation est de 48%. Et on sait que plus les gens participent, et meilleurs sont les résultats. Ouais. Et donc, on pense finir en début de 2019 pour pérenniser ensuite le dépistage, parce qu'il ne s'agit pas de faire une opération. Il s'agit de faire tous les 2 à 3 ans le même test à la même population. C'est ça. Pour voir l'évolution des cas, pour voir... Non, ceux qui sont négatifs reviennent dans 3 ans pour refaire le test. Ceux qui sont positifs sont pris en charge. C'est ça. C'est valable aussi pour la mammographie. Il ne s'agit pas de faire opération coup de poing, une mammographie. Et puis en plus, je reviens à la mammographie, pour que le dépistage soit efficace, il ne faut pas que la mammographie soit douloureuse. Sinon, les femmes ne reviennent pas. Or, si elles ne reviennent pas, et c'est valable pour le col aussi, c'est un échec lamentable. C'est-à-dire qu'on sera parti... on aura peut-être gagné une petite bataille, mais on perdra la guerre. Donc il faut vraiment pérenniser ces actions, qui sont des actions conformes au plan national cancer, dans ces axes 1 et 2. L'axe 1, c'est la prévention, l'axe 2, c'est le dépistage. Donc en fait, l'objectif de cette opération de dépistage, c'est d'élaborer une stratégie de dépistage. C'est ça l'objectif principal et l'installation. Stratégie de dépistage, qui veut dire? Justement, donc on va vous expliquer ce qu'on a réellement fait à Béjaïa, c'est-à-dire de créer le réseau du citoyen. Et en un deuxième temps, diminution de la mortalité à long terme. C'est-à-dire que le citoyen sait où il va aller, donc tout est codifié. On a préparé toute l'opération, comme a dit le professeur Bouzid, donc avant de débuter l'opération. Donc c'est une prise en charge qui est codifiée, c'est-à-dire le citoyen sait où est-ce qu'il va aller, quand est-ce qu'il va aller, comment il va être dépisté, si c'est positif, où est-ce qu'il va aller, si par malheur il a un cancer, donc il sera traité, il sera pris en charge de A à Z. Donc, comment se déroule en fait sur le terrain le dépistage?
Donc, comme on a dit, comme a dit le professeur Bouzid, il y a 3 daïras pilotes qui ont été choisis, donc Souq el-Tnin, Amizour et Adkar. Vous faites des prélèvements de sel? Non, Ah non, pas des non, mais on n'a pas besoin des détails des détails, hein, parce que c'est une émission grand public où tout c'est à monsieur et fait. madame tout le monde qui Bien ont sûr, besoin il n'y a juste pas de de connaître souci. Les grandes lignes. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. Donc le citoyen va venir, donc il y a des affiches pour que les citoyens viennent entre 50 et 74 ans. D'accord. Donc ils viennent à la consultation. Ouais. Ensuite, on leur propose d'effectuer ce dépistage où ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Donc il y a des médecins généralistes référents. D'ailleurs, le médecin généraliste, c'est la pierre angulaire de ce dépistage. C'est le premier rang. C'est le premier, exactement, qui ont été formés, comme a dit Dr Mahmoudi, par rapport au cancer et par rapport au dépistage. Donc le citoyen va avoir un questionnaire. Soit il est éligible, soit il est éligible. Donc soit il rentre dans le cadre de ce dépistage ciblé ou pas. Disons, il est éligible, donc on lui donne une boîte donc pour qu'il ramène ses selles le lendemain. D'accord. Il ramène ses selles et le médecin généraliste va effectuer le test sur ces selles. Ensuite, s'il est positif, il sera orienté, le patient, vers une cellule de gestion que l'on a créée donc, grâce au CHU de Béjaïa, qui se situe au niveau du CHU. Si vous voulez, c'est le quartier général. Donc le citoyen va aller là-bas. Il y a également un médecin généraliste qui est là-bas pour orienter encore ce patient, donc qui va lui prendre un rendez-vous à notre niveau de coloscopie. Donc au niveau du CHU, on est 5 gastro-entérologues et on a été formés aussi grâce à nos aînés, professeur Salah et docteur Layada, par rapport à la résection de polypes et à l'endoscopie interventionnelle. Donc le citoyen est informé de la coloscopie, du régime qu'il doit suivre, comment va s'effectuer cette coloscopie. On l'effectue. S'il y a un polype, on le résèque en un temps, c'est-à-dire sur place. Le patient retourne chez lui, la nappate revient et tout dépendra du résultat. Mais ce que je voulais, sur ce que je voulais insister, c'est que le citoyen est pris en charge de A à Z. Donc soit c'est la chirurgie, soit c'est sur le plan oncologie. Donc il y a une équipe multidisciplinaire, oncologue, épidémiologue et Précisez que la coloscopie se fait sous prémédication. Oui, il y a des cas où on fait de la sédation, il y a des cas où... C'est-à-dire que ce n'est pas une anesthésie générale, mais on évite l'inconfort des coloscopies faites directement. Oui. À titre d'information, c'est pour ça que vous m'avez vu vaseux tout à l'heure, c'est que je rentre de Tokyo, où j'ai non, je ne vous ai pas trouvé vaseux, j'ai juste dit, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très heureuse. D'être heureux. Alors que vous avez un très beau sourire et que vous avez un rythme que l'on connaît. Donc j'étais à Tokyo où j'ai présenté le dépistage de la Béjaïa, en présence de mes collègues japonais qui sont spécialistes du dépistage des cancers digestifs depuis 40 ans. Et les résultats, la façon de faire et tout, les a impressionnés. Pour impressionner un japonais, la forcerie une japonaise, c'est pas évident. C'est ça. Le Japon est le seul pays du monde où l'OMS recommande le dépistage des cancers gastriques par fibroscopie. Parce qu'ils ont un taux très important de cancers gastriques. D'ailleurs, ils sont en train d'avoir maintenant des cancers colorectaux. Ils ont un taux important de cancer gastrique parce qu'ils ont une alimentation à base de poissons fumés et séchés, crus, dans lequel il y a des nitrites et ils font des cancers gastriques. C'est pratiquement une épidémie. Diagnostiqué tôt, ils n'ont même pas besoin de chirurgie, ils ont besoin de mucosectomie, c'est-à-dire que par fibroscopie, comme le disait le docteur Belloul, on enlève la partie malade et ils sont guéris en gardant leur estomac. Voilà. Vous avez fini, docteur? Vous étiez en train de réfléchir à quelque chose ou c'est moi qui ai raté la chute? Non, non, non. Non, vous avez dit qu'effectivement, bon, ça vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement on peut éviter la chimiothérapie, mais en plus on peut même éviter la chirurgie si c'est pris en charge à temps. Oui. Et vous le dites que ça peut soigner le plus normalement du monde. Quels sont les cas auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui le plus souvent? Vous avez parlé tout à l'heure de cas qui arrivent hélas tardivement, qui sont obligés de passer par les méthodes de traitement que l'on connaît, les plus lourdes, les plus coûteuses aussi. Non, mais je peux vous donner des chiffres. Oui. Hein. C'est pour ça qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Oui. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé, on voyait un cancer colorectal par mois. Depuis 7-8 ans, on en voit 7 à 10 nouveaux par semaine. Et dans 80% des cas, ils sont localement avancés et métastatiques.
Voilà, c'est pour ça qu'on a dit, écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça, surtout que là je reviens à l'aspect économique. Les coûts des traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie hépatique majeure sont devenus totalement inaccessibles, y compris pour les pays les plus riches, comme les États-Unis, la France, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, le coût moyen d'une thérapie ciblée, c'est 6 000 euros. Il faut 12 cures. Ça vous emmène à 100 000 euros par patient pour des traitements qui ne sont pas curatifs. Donc on repart aux fondamentaux, c'est-à-dire la prévention, le dépistage. La prévention, Belloul en a parlé, c'est éviter les viandes rouges, éviter les graisses, manger 5 fruits et légumes par jour, avoir une activité physique. Et là, à titre de référence, bien que ce ne soit pas ma tasse de thé, on prend la France. La France, il y a 20 ans, le premier plan cancer, on lançait l'opération WWW, manger, bouger. À l'époque, on les a trouvés ridicules. Sur 20 ans, en 2016, le rapport du plan cancer français, il y a une diminution de l'incidence, c'est-à-dire des nouveaux cas. Et ça, c'est la prévention primaire. Et surtout une diminution de la mortalité. Bien qu'en France, le dépistage tel qu'il était fait n'avait pas été très suivi, parce qu'il fallait prendre des selles 3 jours de suite, les envoyer par la poste, donc ça n'avait pas bien marché. Depuis le fantasme des hommes vis-à-vis des femmes, c'est faux. L'obésité est une maladie. Je vais dire, c'est la musculaire du cancer. L'obésité, c'est vous avez dû le sur dans les formats qui sont un peu entre 2 fast-food et un fast-food. Donc la pizza à l'algérienne, c'est une pizza. Dessus, il y a des frites. Dessus, il y a de la mayonnaise. Et du c'est ça l'est moins quand on a 40 et un cancer. L'alimentation
etc. C'est le but. Hein. Nous avons vécu des moments exceptionnels. On a découvert les pneus avec lesquels on roule qu'à partir de la 4e étape, où on a pu connaître... Grosso modo, le bilan, il est excellent. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je crois que nous sommes premiers au général. Troisième, j'étais deuxième catégorie Open. وهذا normalement à troisième. Parce que d'état صارت لي accident نهار الأول في parcours هذيك اللي ما خلتني عندي problème في. Satisfait de votre parcours? Oui, bien sûr. Très satisfait. Ouais, très content aussi. Les étrangers qui ont fait partie de l'organisation et de l'assistance sont eux également épatés par cette 4e édition du Challenge Sahari. Très bonne organisation. La fédération a très bien géré la course. Et nous, on est venus pour faire tout ce qui est CP, organisation, la mise en place. Et on reviendra l'année prochaine parce que c'est vraiment très bien organisé. C'est ici donc à Hassil Fhel, à une centaine de kilomètres de Gardaïa, la capitale du Mzab, que s'achève cette 4e édition du Challenge Sahari International avec beaucoup de satisfaction. Voilà, alors du coup, Majid Benkassi est en direct avec nous par téléphone. Majid Benkassi, bonjour, vous êtes où? Ça se passe comment? Racontez-nous ces derniers jours. Bonjour Mahrez, donc c'était la dernière étape, celle d'hier, donc qui s'est arrêtée à Hassil Fhel, à peu près une centaine de kilomètres de la capitale du Mzab, Gardaïa. Donc une finale pratiquement dans la joie, dans la bonne humeur pour tous les concurrents venus de plusieurs pays, de 9 pays exactement. C'est une réussite totale que vous venez d'entendre dans le reportage que j'ai envoyé hier. Les avis donc des organisateurs venus d'ailleurs, ils sont très contents de l'organisation. Les pilotes aussi, donc on peut dire que la réussite est totale et puis les choses s'améliorent d'édition en édition. Depuis l'édition, la première en 2014 à aujourd'hui, les choses ont évolué positivement. Et même s'il y a encore des petits correctifs à apporter à chaque édition, les choses avancent bien. On revient donc un petit peu au bilan, donc qui a traversé d'abord Civil à compter d'Alger, du port d'Alger, Swidania, direction en première étape de liaison Bréquina dans la wilaya d'Al-Bayad. Ensuite, on a rejoint la Timimoun. De Timimoun, on est remonté vers Adarar Mnéa. Et puis, l'apothéose, c'était Gardaïa, donc la capitale du Mzab, c'était hier. Et puis, disons que c'est la fin. Donc, on a traversé à peu près 3000 km, dont 1900 km en étapes spéciales. Les étapes spéciales sont les étapes de course. Donc, il y a eu 7 étapes de course et 2 étapes de liaison. L'étape de liaison, la première, c'était depuis Alger sur Brézina, 600 km. Et de Gardaïa aujourd'hui, on retourne sur Alger, donc c'est aussi 600 km. Donc, voilà un petit peu. Pour revenir au podium, on revient au podium. Le podium au moto M1, ce qu'on appelle M1, c'est un Britannique, Jonathan Blackburn, qui a gagné l'étape, qui est au classement général. Dans la M2, c'est un Algérien, Abdelkader Mebaki. Et pour les automobiles, c'est un team algérien, c'est Fodil Allahoum qui a gagné l'étape. Je peux revenir sur une chose. Il y a eu beaucoup de jeunes pilotes de villes de l'intérieur du pays qui ont participé et c'est quelque chose d'excellent. C'est formidable de voir des pilotes venir d'Ilizi, de Timimoun, de Lagouad, de Mostaganem, de Saïda et de Hakim Saoud. C'est extraordinaire parce qu'habituellement on entend parler de pilotes qui viennent de grandes villes, d'Alger, d'Oran, mais cette fois-ci c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, pour revenir un petit peu, on a fait une rencontre extraordinaire et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chair de poule en le rencontrant. C'est un bonhomme, c'est un Belge. Il est belge. Il est venu 25 ans après terminer une étape à laquelle il avait assisté sur un Alger-Paris-Dakar et elle s'est arrêtée à Mnéa. Il tenait à revenir à Mnéa pour terminer l'étape suite à un accident qui lui a valu 8 comas et 8 jours de coma et 23 d'opération. C'est extraordinaire. Je l'ai rencontré au départ
à Alger, au port d'Alger. Il m'a dit, je suis revenu spécialement pour terminer cette étape. D'ailleurs, c'est l'objet du reportage, de mon reportage qui va suivre juste après le direct et l'intertéléphonique. Si vous avez des questions, en tout cas, je peux vous répondre. En tout cas, on aura compris que vous avez vécu une fabuleuse expérience et que cette année, le rallye a fait un bond en avant et que chaque année, il essaye de s'améliorer. Merci Majid Benkassi, ça tombe bien. On va suivre ce fameux portrait que vous réalisez sur cet athlète, sur ce coureur belge qui revient en Algérie 25 ans après son dernier passage où il avait là aussi participé à un rallye, où il avait fait un accident, où il était entré dans le coma pendant 8 jours. Et aujourd'hui, c'est un peu sa revanche sur la vie. C'est parti avec vous, on se retrouve juste après. C'est un véritable mordu de sport mécanique, auto, moto. Les pistes, les dunes, l'air qu'il en connaît un bout. C'est de Roland Aubke qu'il s'agit, un passionné hors pair, un vieux briscard du Paris-Alger-Dakar. Il en a fait plusieurs. Voilà, j'ai 28 participations au Dakar et plus ou moins 160 rallye-raids à mon actif depuis 35 ans de rallye que je fais ça. Il avait couru 7 Paris-Alger-Dakar avant de connaître un terrible accident à Mnéa le 7 janvier 1993. Ce jour-là, il était en moto. Il nous raconte. En fait, quand j'avais entendu que le rallye d'Algérie passait par Al-Goléa, je m'étais dit, voilà, c'est la manière de pouvoir tourner l'histoire, puisque je suis venu ici avec le dernier passage du Dakar en 1993, donc en 93, et j'étais en moto. Et donc, j'ai eu un grave accident ici dans les dunes à Al-Goléa, et malheureusement, j'ai quitté l'Algérie dans le coma. Je n'ai jamais vu donc cette arrivée. Vous étiez jeune à l'époque. Ah oui, donc là on revient 25 ans en arrière. J'étais en pleine carrière moto et j'avais tout l'avenir devant moi. Et tout s'est brusquement arrêté, malheureusement, donc dans les dunes d'Al-Goléa. Le jeune Belge aimait les défis et les grands challenges. Et rien ne le fait reculer, même après avoir eu le terrible accident qui a failli lui coûter la vie. 8 jours de coma et 23 opérations. Oui, toujours jeune en tout cas dans la tête parce qu'il le faut un petit peu pour faire tout ce genre d'aventure malgré tout parce qu'on est quand même confronté à des grosses difficultés et voilà, oui, les ambitions, je vais dire sportives, sont un petit peu dépassées maintenant pour moi, mais malgré tout quand on prend un départ, on veut toujours cette arrivée et puis on veut toujours avoir le meilleur classement, ce qui est normal. Roland revient sur les lieux qu'il avait marqués 25 ans en arrière, un petit pèlerinage ici à El Mnéa. Il voulait revenir pour terminer un petit peu l'étape parce qu'il a eu une blessure, il a failli mourir. Et il revient en Algérie avec beaucoup de plaisir. Il revient 25 ans après, terminer l'étape de Mnéa et le bouquet final, un copieux dîner local. Sacré Roland. Ouais, sacré oui, hein, c'est pas mal ça. Merci Majid Benkassi, merci à vous, merci d'avoir suivi pour nous le rallye, merci d'avoir suivi pour Canal, au nom de toutes les émissions évidemment. On vous souhaite bon retour, un bon repos et puis une bonne reprise. Allez, quant à nous, et bravo aux lauréats, évidemment. Quant à nous, dans quelques instants, on se retrouvera avec d'autres invités sur ce plateau. Jamal Nadjari, il va nous parler de ce fameux salon du lycée et de l'étudiant algérien. Alors, ce sera l'occasion de parler de la confiance en soi comme facteur clé de succès. C'est la thématique choisie cette année. Il est avec nous déjà sur le plateau. Jamal Nadjari, bonjour. Bonjour. Alors, aussi avec nous, Sofiane Gouasbi. Bienvenue à vous. Vous êtes de retour. On avait parlé du Sam Expo la dernière fois. Vous étiez l'un des partenaires. Le salon de l'aménagement et du mobilier. Ça s'est passé à la SAFEX. Alors, en même temps que le CITEF d'ailleurs. En même temps que le Salon international du tourisme et des voyages. Alors, vous êtes de retour aujourd'hui. On l'avait annoncé parce qu'on vous avait rencontré déjà la première fois avec ce fameux site. C'est le e-commerce qui vous intéresse. C'est votre dada à vous. Alors, on parle de votre site internet qui est un site de e-commerce. C'est un site de vente en ligne. Tout simplement. Qui s'appelle Orio, Keina. Est-ce qu'on peut acheter oui ou non avec sa carte depuis le 1er novembre dernier? Eh bien, retour sur toutes ces questions, interrogations, juste après ce reportage. Le reportage, il est signé Fali El Hamdi. C'est plutôt un portrait des tisseuses d'Et Hichem. Ah oui, c'est le tapis, le bijou, tout est à l'honneur de ce côté-là. Allons-y. Un village calme et paisible, perché
sur une crête à près de 1200 mètres d'altitude. Nous sommes bien au village d'Eit Hichem, la daïra de Ain al-Hammam, au sud-est de la wilaya de Tizi Ouzou. La renommée et la réputation du tapis d'Eit Hichem ont dépassé les frontières du Michelet. Il fait toujours la fierté et la richesse de la culture ancestrale kabyle. Une merveille sortie des mains des fées. Le tapis d'Eit Hichem est un pur plaisir pour les yeux, un poème pour le regard. Nafrouja nous raconte ses débuts. Cette dame nous a appris qu'elle n'a pu élever ses enfants et fait vivre sa petite famille que grâce au tissage de ses tapis. J'ai commencé à tisser les tapis très jeune. Je le faisais avec ma mère. J'ai même tissé des tapis et des hnabel pour les jeunes mariés. Fatiha et Hakima, deux artisanes reconnues dans leur village pour leurs tapis. Elles nous en parlent. J'ai commencé à tisser à l'âge de 14 ans. Après mon mariage, j'ai continué à tisser. Ici, dans ce village, dans chaque foyer, il y avait au moins une tisseuse. C'est un savoir-faire transmis de génération en génération. Le tissage d'Eit Hichem, tu les connais comme par expérience. Moi, c'est Madame Benaïssa Fatiha. Comme j'étais petite, j'étais à CN. Après, quand j'ai vu les filles à l'artisanat d'Eit Hichem, à l'époque, qui est un métissade, الله يرحمه, شفت من بعد دخلت التيساج. عندي درت عامين في ستاج تاع التيساج. ابري وليت نخدم زربيات، نخدم كل دوكا شفنا كيفاش نكونوا درنا الزربيات، درنا نشوف برك. ابري اون ا كريي اون اسوسياسيون Femmes tisseuses d'Eit Hichem, association sauvegarde de la promotion du tapis. J'ai exercé mon métier depuis 1973 à ce jour. Même si je suis professeure d'enseignement professionnel dans le domaine, je fais sortir des générations dans la sauvegarde du patrimoine. Alors, je vais parler un peu, si vous me permettez, sur l'histoire du tapis d'Eit Hichem. Notre école, elle a ouvert ses portes. La construction de cette école-là, on est venu tout à l'heure, elle est construite en 1875. Elle a ouvert ses portes en 1892, gérée par les Français. Les premiers temps, vous savez bien que nous, pendant la guerre, c'est avant la guerre aussi, on est géré par les Français. Pendant le déclenchement de la Révolution, l'école a fermé ses portes un moment. Après, les femmes tisseuses qui sont à l'école, elles exercent la formation, le tissage traditionnel d'Eit Hichem. Ils tissaient des burnous, des kachabia, des couvertures pour les moudjahidines. Alors, ils ont continué leur activité pendant 7 ans. Cet art représente un moyen d'expression à toutes ces femmes. Chaque symbole est un mot tissé sur un espace bariolé, un texte en couleur, un cri d'espoir de ces femmes, souvent paysannes, qui attendent que leur art soit pris en charge. Voilà, Fadel Hamdi avec ce beau portrait des femmes tisseuses d'Eit Hichem ce matin. Allez, retour sur la thématique annoncée, retour sur la 8e édition du salon du lycéen et de l'étudiant algérien. Alors, c'est placé sous la thématique la confiance en soi comme facteur clé de succès. C'est organisé par vous. Alors, vous, c'est Jamal Nadjari. Bienvenue à vous. Merci. On revient un peu sur cet événement. Alors, vous l'avez décidé. Alors, je ne sais pas si ça a toujours été fait, si c'est la première fois ou pas, vous allez le raconter. Mais vous avez décidé de le faire voyager, votre salon. Alors, il a déjà débuté du côté de Tlemcen. C'était le 7, donc hier. À partir de demain et d'après-demain, je ne me trompe pas? Oui. Demain et après-demain, on est du côté d'Alger. Non.
Bah oui, on était d'abord, alors on était à Tlemcen le 8. Tout à fait. Aujourd'hui on est à Tlemcen le 7, le 8 à Oran. Le 8 hier donc à Oran. À Oran. Aujourd'hui. Demain et après-demain 10 et 11. Donc aujourd'hui on fait la pause. 10 et 11 on sera à Alger. Au Palais de la Culture. Le 12 à Sétif. Le 12 à Sétif. Le 13 à Constantine. À Constantine et le 15 à Ouargla. Ah, ça fait une sacrée logistique tout ça. Ah bah oui. Le salon est né quand? Il est né en 2014. 2014. Oui. Ouais, donc, il a toujours été... Non, en fait, non. En fait, on a commencé par une ville à Alger au début. Ouais. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même besoin partout, en fait, au niveau du territoire algérien. Et on a commencé à faire des caravanes comme ça. Et on a fait la dernière fois, par exemple, d'autres villes. On a fait, entre autres, Gardaïa, justement, Betna. Et cette fois-ci, on va faire donc les 6 villes, donc Tlemcen, Oran, Alger bien sûr, Sétif, Constantine et Ouargla, le sud. Alors comment ça fonctionne exactement sur le terrain? Ça ressemble à quoi? En fait, il y a des exposants qui proposent des programmes d'études aux jeunes et moins jeunes. Hein. Et ils viennent de partout d'Algérie, des privés, des publics. Il y a par exemple l'université Babzouar qui est avec nous, il y a l'ESA, l'INSIM, et il y a aussi des universités d'écoles étrangères françaises, EFRE, Y-Schools par exemple. Il y a aussi une université qui vient de Dubaï par exemple, Wollongong University de Dubaï. Ouais. Et tout ce beau monde en fait propose des formations aux jeunes et les oriente un petit peu. Et puis en marge aussi il y a des conférences. Il y a une conférence qui va avoir lieu justement qui traitera donc dans la confiance en soi, qui va être animée par Madame Youssef Roja, qui est diplômée d'Harvard et primée par MIT. Donc elle va communiquer donc, et animer cette conférence sur la confiance en soi. Mais le salon est destiné à qui? Aux lycéens et aux étudiants, ou est-ce qu'il est destiné aux parents d'élèves? Alors, en fait, à tout ce beau monde, parce que le lycéen ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire plus tard après son bac s'il l'a. L'étudiant peut poursuivre ses études en empruntant aussi un chemin ou un autre. Et bien sûr, les parents d'élèves qui s'inquiètent aussi pour leurs enfants et qui aimeraient savoir un petit peu ce qu'ils pourraient faire. Ouais. Alors du coup, cette édition est assez particulière. L'ANPE, invité d'honneur du salon du lycéen et de l'étudiant algérien, c'est l'ANPE, c'est l'association nationale des parents d'élèves. Exact. C'est la première fois qu'ils vous accompagnent? Non, la dernière fois ils étaient avec nous à Alger lors du salon de juillet. Ouais. Et ils ont très bien joué leur rôle. Ils ont orienté les jeunes avec leurs parents aussi. Ouais. Et c'était une édition spéciale lycéen surtout, parce que c'était juste après les résultats du bac et avant leur affectation. C'est ça. Donc ils ont joué leur rôle, ils ont orienté, ils ont communiqué, et cette fois-ci ils seront aussi avec nous parce qu'ils ont un rôle important à jouer aussi justement là-dessus. Quel rôle a le ministère de l'Éducation dans votre salon? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Ils ne vous soutiennent pas? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Ils ne vous accompagnent pas? Est-ce qu'ils regardent de près votre salon? Ils ne le regardent pas du tout? Je suppose qu'ils entendent parler. Il y a quand même... vous supposez, donc il n'y a aucune présence, aucune... Officiellement non, mais il y a quand même l'université par exemple de l'USTHB. L'université dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. Tout à fait, oui. Donc quelque part, l'État est avec nous via cette université. Ouais. Mais le ministère directement non, mais j'espère qu'il le sera dans l'avenir. Ouais. Le programme des conférences, vous en avez parlé. Vous avez parlé donc de cette dame, de cette brillante dame qui sera présente donc à l'occasion pour animer plusieurs conférences, une seule. Alors en fait, elle va animer une conférence, celle-ci. Il y aura d'autres communications. Campus France qui va animer donc sa conférence sur étudier en France. Il y a le British Council aussi qui sera là, qui vont animer aussi une conférence dans le sens aussi étudier en Grande-Bretagne. Et donc ça sera un petit peu ça en fait au niveau. Et l'ANPE aussi, justement, qui doit animer une conférence aussi sur le rôle justement de l'association dans la réussite scolaire donc des jeunes Algériens. Les visiteurs jusqu'à présent entre Tlemcen et Oran. En termes de nombre? En termes de nombre et en termes de, j'allais dire qualité, non, c'est pas du tout le cas, mais de catégorie, c'est quoi? C'est des élèves, c'est des étudiants, c'est des parents d'élèves, c'est des professionnels du secteur? En fait, c'est vraiment généraliste, hein. C'est un visitorat généraliste. Il y a effectivement des lycéens, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de master 2, qui aimeraient poursuivre les études. Et en fait, ils ont besoin de voir, de discuter un petit peu pour choisir
un petit peu leur chemin. Et il y a aussi des parents d'élèves que j'ai rencontrés aussi, qui s'inquiètent aussi pour leurs enfants. Des fois, ils sont lycéens encore, ou des fois, ils sont étudiants, et ils aimeraient en savoir plus sur les possibilités, les opportunités qu'offrent donc ces universités-là, ces écoles. Logistiquement, ça fonctionne comment? Comment peut-on déplacer un salon d'une ville à une autre, quelquefois en l'espace d'une nuit? En fait, il y a une équipe logistique tout simplement qui s'occupe de cela. Hein. Donc, nous ne sommes pas les premiers à le faire. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. C'est-à-dire qu'il y a une organisation. Dans mes souvenirs j'allais dire de vendeur à la sauvette. Oui, de vendeur à la sauvette dans une émission télé, mais dans mes souvenirs de présentateur, je n'ai jamais croisé un salon qui s'est déplacé en moins de... Alors, on est en moins de 8 jours, en une semaine. Je n'ai pas le souvenir d'avoir croisé un événement qui s'est déplacé d'une ville à une autre, si ce n'est un concert peut-être, un concert de musique. Il est plus facile techniquement, vous préparez des scènes dans chaque ville, c'est que l'artiste à déplacer, c'est un peu la petite starlette à déplacer en caravane et puis c'est réglé. Mais pour un salon, ça paraît un peu plus compliqué, c'est-à-dire que vous avez des partenaires, des exposants qui se déplacent avec vous et vous préparez dans chaque ville un espace qui va vous accueillir. Par exemple là, sur Alger, ça va se dérouler où? Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, vous disiez qu'elle est. Tout à fait. Il y aura l'espace conférence et il y aura l'espace expo. Exact. En fait, il y a déjà une salle de conférence, donc c'est facile. Hein. Ouais. Et puis l'espace, il est magnifique. Hein. Vous connaissez le Palais. Nous avons de bonnes relations aussi avec le Palais. Ils sont très professionnels, ce qui fait que vraiment, ils nous facilitent les choses. Alors, 10 et 11, ça se passe à Alger. Le 12 à Sétif, où? Eh ben, Palais de la Culture aussi, le Sétif. Oui, tout à fait. Ouais. Très proche de la culture. Constantine? Au Palais de la Culture. Voilà, je ne le cache pas. Non, vous êtes au Palais de la Culture aussi? Oui, aussi. En fait, nous l'avons déjà organisé là-bas il y a quelques années. Et aussi, c'est-à-dire qu'il se trouve, son lieu déjà, il est au centre-ville, donc il y a les hôtels autour pour les exposants. Non, c'est très, très bien, quoi. Ça répond aux besoins d'une manière précise. Ouargla? Ouargla, ça va être l'université de Ouargla. Voilà. Donc, ils sont aussi très, très actifs. Indépendamment de notre salon, hein, on a vu qu'ils faisaient beaucoup de choses aussi, ils organisaient des événements, et donc c'est tout à fait naturellement qu'on est parti vers l'université de Ouargla. L'exposant star de votre événement, c'est? Alors, Campus France? C'est notre partenaire. En fait, il y a aussi... oui, on va dire que Campus France est le partenaire donc, de Graduate Fair aussi. Donc effectivement, c'est l'exposant star. Et il a ramené aussi avec lui quelques écoles. J'ouvre la parenthèse, hein. Votre salon s'appelle The Graduate Fair. Tout à fait. Moi, j'avais dit tout à l'heure en début, j'ai trouvé mon accent tellement ridicule que je l'ai mis de côté. Je parle du salon. Non, il est bon votre accent, pas de souci. Vous dites. Alors du coup, vous avez dit donc Campus France, c'est le partenaire officiel. Partenaire officiel, oui. Mais il y a d'autres aussi. Il y a en fait, il y a tous les autres exposants qui sont tous importants finalement. Tout dépend de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que je prends le cas de Wollongong par exemple, qui est une université qui est installée à Dubaï. Il y a des jeunes Algériens qui aimeraient donc voyager vers cette partie du monde pour étudier. Donc l'enseignement est fait en anglais, c'est ça? En anglais, oui. En anglais, oui. Il y a une école par exemple espagnole aussi qui est très intéressante. C'est EU Business School, qui est très sympa aussi, très très intéressante. Et, qui est installée où? À Barcelone, pas très loin. Donc, non, il y a vraiment des exposants très intéressants. D'accord. À qui, si vous deviez adresser un message du genre, c'est le salon, je parle plus des partenaires, hein, pas des visiteurs. Les visiteurs, on l'aura compris, c'est un peu de tout, c'est les professionnels du secteur de l'éducation, de l'enseignement, mais aussi les parents d'élèves, les élèves. Enfin, c'est tous ceux qui sont touchés par la question. Mais en termes de partenaires, à qui vous avez envie de dire, il ne faut pas rater l'événement, la prochaine édition, il faut y être, quoi, parce que c'est dans votre intérêt, c'est pas dans le mien seulement. Mais en fait, j'aimerais bien que plus d'écoles publiques viennent. Ils sont soumises à autorisation de leur ministère. Je ne sais pas. Je ne sais pas, l'USTHB vient par exemple, il y a une école aussi dont j'oublie le nom, je suis désolé. Il y a une forme d'indépendance à l'USTHB qui est historique depuis sa naissance. Il y a une école d'économie d'Oran qui est venue, qui est publique, et qui a décidé de venir, ils sont venus, ça s'est très bien passé pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc c'est d'abord les établissements publics, j'aimerais bien qu'ils viennent aussi, plus nombreux. Et puis, il faut dire que les écoles privées algériennes, comprennent l'opportunité de venir au salon, qu'elles viennent. Maintenant, les écoles étrangères, certaines commencent donc à entendre parler du salon, donc elles viennent, comme à l'instar des Français.
mais aussi des étrangers comme des Espagnols qui ne parlent pas français justement et qui viennent quand même. Et à tous ces gens-là, je me dis venez voir un petit peu et rencontrer les jeunes Algériens. D'ailleurs, je causais hier avec la représentante de Y Schools, qui est une école française, et qui était ébahie du fait que le niveau d'études donc des visiteurs était élevé. Ouais. C'est la plupart des Master 2 par exemple. Donc elle était vraiment étonnée et il découvre un petit peu donc le niveau des étudiants algériens. Alors, vous annoncez aussi, même si on est en plein dedans, hein, 10 et 11 Palais de la Culture à Alger, vous avez le 12 à Sétif Palais de la Culture, Constantine pareil le 13, le 15 à Ouargla, et vous annoncez déjà la prochaine édition du 10 au 16 février. Effectivement, oui. Bon, c'est le bon mois, quoi. C'est le mois du savoir en même temps. Exact. 10-16 février, ça se passe cette fois-ci d'une caravane de printemps qui concernera les villes de Sidi Bel Abbès, Alger, Tizi Ouzou et Biskra. Voilà. Ouais. Ben, on se prépare déjà, donc on est déjà dedans. On est déjà dedans et j'espère qu'il y aura encore plus d'exposants et donc plus de visiteurs. Ouais. Vous avez des enfants, vous? Non, pas encore. Vous êtes marié? Pas encore. Pas encore. On est encore jeune. Vous êtes à la recherche? Non. Non, pas je pose vraiment. juste la question, c'est pas... Non, pas vraiment. Alors, la semaine dernière, j'avais fait une interview à un jeune auteur qui n'avait pas envoyé son ouvrage. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. C'est le petit-fils de Mohamed Saji. Bon, j'aime beaucoup humainement, mais bon, sur le plan des écrits, on peut aimer, ne pas aimer. Bon, c'est pas au présentateur de donner son avis. Personnellement, bon, ça reste des romans pour ados et c'est très bien. Après, bon, le livre n'était pas là, donc du coup, j'ai dû axer l'interview sur la vie privée, sur le fait que est-ce qu'il continuait à vivre à 22 ans, écrire déjà une trilogie, écrire des romans, est-ce qu'il s'amusait un peu dans la vie. C'était pas pour l'inciter à s'amuser, mais c'était pour savoir s'il avait une vie normale. Pour ceux qui nous regardaient, on était un dimanche et forcément de l'autre côté de la Méditerranée, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Beaucoup, tous sont en week-end. Donc c'était le but de ma question et non pas de l'inciter à aller sortir fréquenter des filles et des garçons, même si je lui dis la jeunesse c'est aussi ça. Je veux dire, c'est pas à 30 ans que tu vas te réveiller en te disant j'ai rien foutu de ma vie. Alors du coup, faire quelque chose de sa vie, c'est aussi lire, apprendre, rencontrer, voyager, faire de belles choses. Il n'y a pas que la musique. Et entreprendre. Et entreprendre. Et notamment vous, alors je sais pas, vous connaissez les sites de vente en Algérie? Quelques-uns. Lesquels? Bah, le plus connu, je crois, c'est Jumia. Jumia. Ouais. Oui. Ouais. Oui, c'est le plus connu, non? Le plus populaire. De vente, hein. Oui. Mais on ne peut pas le comparer à Wetknis parce que c'était avec vous. C'est un site d'annonce. Ouais, c'est B2B, B2C, quoi. C'est mis en relation Wetknis. Ouais, il est dans le top 10 mondial. C'est fou, en termes de visite. Hein, Wetknis. Ouais. Il est dans le... C'est le numéro 1 en Algérie après Google, Facebook. C'est ça. C'est ça. Alors peut-être pas numéro 1 après Google, Facebook, il faut rajouter d'autres sites. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Jumia d'un côté, donc vous connaissez. Maintenant, il y a Keina. Alors Keina qui arrive. Keina, on en a beaucoup parlé. La première fois qu'on s'était vu, c'était il y a plusieurs mois. Ouais. Alors vous êtes de retour aujourd'hui pour nous annoncer le lancement officiel depuis le 1er novembre. 1er novembre, oui. Keina.com. .dz. .dz. D'accord. K-E-Y-N-A. Vous êtes sûr de vous hein? En .dz. .dz, oui. D'accord. K-E-Y-N-A. Y-N-A. Racontez-nous un peu, en quelques mots, l'histoire de Keina. Donc, bon, l'histoire, on va dire, ça remonte depuis à 2017, la création de la start-up. Ouais. On s'est orienté vers le e-commerce pour deux raisons. La première, c'est la potentialité du marché. C'est un marché, on va dire, quasiment vierge en Algérie. Et puis la deuxième raison, c'est pour faciliter l'acte d'achat pour le consommateur algérien, qu'il soit ici à Alger ou il habite dans les grandes villes ou hors les grandes villes au fin fond du Sahara. Il peut acheter toutes sortes de produits et être livré à domicile. La question, vous l'attendez, j'imagine, oui. Et vous le savez, peut-on payer via sa carte CIB? Pour le moment, non. Pour le moment, aucune plateforme... On est dans du e-commerce, pas du e-commerce. Pour le moment, aucune plateforme de vente en ligne ne le fait. Et il y a, on va dire, le paiement en ligne est uniquement disponible pour les grands facturiers et tout ce qui concerne, on va dire, Sonalgaz, CA,
étatique en quelque sorte. Air Algérie. Air Algérie est ce qui en suit. Ouais. Bon, et il y a ma Servie aussi qui est dans le paiement en ligne. Mais ça, c'est uniquement pour le service. Pour le moment, pour la vente en ligne, ce n'est pas encore, on va dire... Il y a des dates annoncées, il y a quelque chose qui est annoncé qui va nous permettre de nous sentir un peu plus humains, comme tous les êtres humains que l'on regarde à la télé. Vu que ça ne dépend pas de moi ou de des acteurs du e-commerce en Algérie, ça ne dépend pas de nous du tout. Donc c'est une question de formalité. Et... Pourtant, ça va lutter contre l'informel, hein, et ça va remettre de l'argent dans le circuit officiel. Effectivement. Ouais. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des compagnies de taxi, vous avez entendu parler des Uber algériens? Bien sûr. Bon, je ne peux pas les citer, sinon j'aurais un procès sur le dos, mais aujourd'hui c'est totalement illégal. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, un flux en liquide qui se balade dans le secteur, qui échappe à tout contrôle des pouvoirs publics, des impôts et autres, avec... Et c'est là où il faudrait peut-être se poser la question sur la vente en ligne, sur l'ouverture de ce côté-là et autres. Mais on n'annonce toujours rien du tout. Bon, pour l'instant, alors ça fonctionne comment pour Keyna? Je suis rentré sur keyna.dz, Keyna.dz. Oui. Je suis sur votre plateforme. Hélas, moi j'ai abandonné les smartphones, je me suis remis à un 3310. Donc tout va bien de ce côté-là. Alors je prends votre plateforme, je regarde, il y a un produit qui m'intéresse. Oui. Bon, on sait déjà comment ça fonctionne, vous l'avez dit, vous travaillez avec certaines marques qui vous mettent à disposition soit des stocks, soit c'est elles qui stockent elles-mêmes les produits. Vous avez des prix préférentiels. Bien sûr. À ce moment-là, moi je choisis tel produit. Je me dis, c'est très bien. Je vais acheter un micro-ondes chez Keyna. J'imagine que vous en avez des micros. Et bien sûr. D'accord. Je choisis ma catégorie, je fais comment après? Vous achetez, vous rentrez vos coordonnées directement sur la plateforme. Oui. Nom, prénom, numéro de téléphone et adresse. Oui. Une fois que c'est fait, il y a un autre niveau, c'est un chargé de clientèle qui va vous appeler pour confirmer la commande, pour vérifier que c'est bien vos coordonnées, votre adresse de livraison, Oui. et pour confirmer surtout le prix, on va dire, mentionné du produit, parce que généralement, les gens ont tendance à se tromper quand on dit, on va dire, un produit à 10 000 dinars, ils croient que c'est à 1000 dinars. Donc ils ont tendance, on va dire, à se tromper. Donc on vérifie que c'est bien le montant du produit, que le client a bien compris que c'est bien le montant. Oui. Une fois que c'est validé, commence l'étape logistique pour envoyer le produit au client directement. Paiement à l'arrivée. Paiement à la livraison directe. Paiement à la livraison, qui facture? C'est Keyna ou c'est Keyna qui facture. C'est Keyna qui facture. La TVA est-elle incluse? Bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un papier officiel qui stipule que, en achetant votre produit, j'ai payé ma TVA et je sais que cette TVA va être reversée à l'État. Au du moment où je l'ai payé, j'ai un reçu qui énonce que je l'ai payé. Au moment de la livraison, le client reçoit le BL et la facture, le bon de livraison et la facture, oui, où tout est mentionné. Parce que nous, on est, comme je l'ai dit, on est considérés comme des revendeurs. Ouais. Donc nos fournisseurs nous facturent les produits commercialisés, donc nous automatiquement on facture le produit. Magnifique. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. En un mot, Keyna.dz. On va dire en deux mots, enfin deux phrases. Keyna pour le moment c'est environ 3000 produits répartis sur 12 catégories. Ouais. Votre concurrent direct c'est Jumia? Jumia, vous avez le mérite d'être algérien 100%, donc ça va aller. Merci beaucoup. Merci à Keyna.dz, déjà, Keyna.dz, c'est le site. Lila Bolsali, ce soir en concert. Eh ben oui, à ne pas manquer, ça se passe à la scène de Khaldoun. Elle va être avec nous aujourd'hui, hélas, vous m'excuserez. Nous n'avons pu aller jusqu'au bout. Elle sera de retour dès la semaine prochaine, on vous le promet. Le salon de l'étudiant du lycéen algérien, The Graduate Fair, ça se passe les 10-11 Palais de la Culture, le 12 Sétif, le 13 Constantine et le 15 Avogla. Et pour plus d'infos, le site internet www.étudiant-du6algérien.com. Et vous avez le / nos prochains événements, vous allez retrouver en tout cas le tout sur le site. Merci encore. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Camarades, on se retrouve dès demain et on parlera d'ailleurs des nuits du conte africain. Ça se passe à l'Opéra d'Alger avec Siam Kenouch et pas mal de conteurs.
Ça, on y reviendra. C'est à l'Opéra. Allez-y, ne manquez pas l'événement.